Bonsoir à tous et bienvenue dans la JT de Provence-Alpes-Côte d'Azur. Alors qu'aujourd'hui en France on guérit un cancer sur deux, la maladie d'Alzheimer malheureusement reste incurable. C'est le thème de la journée mondiale aujourd'hui, c'est le thème aussi de cette émission. Nous allons voir comment accompagner au mieux les malades, comment accompagner les proches qui les aident au quotidien. Bonsoir Thierry Bautran. Bonsoir. Vous êtes psychiatre, directeur du domaine de la Source, un EHPAD à Roquefort-la-Bédoule, à côté de Marseille. Vous êtes auteur de 2 ouvrages, Traiter autrement la maladie d'Alzheimer et peut-on combattre la maladie sans médicaments ? Je vais vous reposer la question d'ailleurs dans un instant. Et bonsoir Nicole Guinzer, vous êtes secrétaire générale, non vice-présidente, ça a changé, de l'association France Alzheimer. Mais surtout aidante. Dans les Bouches-du-Rhône, aidante et bénévole. Bienvenue à tous les deux, vous allez nous expliquer votre situation dans un instant. D'accord. Pourquoi est-ce que c'est important de marquer le coup ? Pourquoi est-ce que c'est important qu'il y ait une journée mondiale de lutte contre la maladie d'Alzheimer ? Parce que la maladie d'Alzheimer est connue, en effet, mais c'est bien aussi que les personnes soient de plus en plus sensibilisées, que l'environnement, parce que les gens ne connaissent pas obligatoirement. On en parle, mais quand on se trouve face à une personne, avoir les bonnes réactions, par exemple. Vous confirmez, il y a une méconnaissance parfois de la maladie d'Alzheimer ? Oui, tout à fait. C'est ce qui fait que les aidants sont épuisés, c'est qu'ils ne savent pas forcément, ils ne reconnaissent pas forcément la personne, et puis ils sont surpris des troubles du comportement qui entourent la maladie et qui les épuisent. Est-ce que chaque année c'est le même constat, c'est un peu déprimant, ou est-ce qu'il y a une évolution, un progrès, des espoirs ? Qu'en est-il cette année en termes de recherche notamment ? Alors, il y a toujours l'espoir que les anticorps monoclonaux, c'est-à-dire des médicaments qui puissent combattre ces fameuses plaques d'amyloïdes qui provoquent la maladie d'Alzheimer. Mais pour être honnête, pour l'instant, il n'y a pas de médicaments qui stoppent la maladie. Par contre, et c'est ce que je défends, et vous le savez, c'est on peut combattre par des thérapies non médicamenteuses les troubles du comportement qui entourent la maladie. La maladie d'Alzheimer, c'est une maladie de la mémoire, mais malheureusement, elle provoque des troubles du comportement qui peuvent être très fatigants, éreintants pour les dents familiales et les dents professionnelles, en EHPAD ou ailleurs. La maladie d'Alzheimer est un problème de santé publique majeur. Elle gagne du terrain inexorablement à mesure que la population vieillit. Bonsoir Louise Beliaef. Quelles sont les données chiffrées sur Alzheimer ? Alors on connaît tous quelqu'un qui souffre ou qui a souffert de cette maladie. On estime qu'il y a environ 1 million de personnes qui souffrent en France de cette maladie. C'est 225 000 nouveaux cas diagnostiqués tous les ans. Pour vous donner un ordre d'idée, on diagnostique une personne toutes les 3 minutes en France. Alors ces personnes ont une moyenne d'âge de 70 ans, mais il faut savoir qu'il y a une maladie plus précoce qui touche les personnes en dessous de 60 ans, mais cela touche environ 30 000 personnes en France. Autre chiffre important, 2/3 des malades sont des femmes. Alors qu'en est-il de l'avenir ? On estime qu'en 2050, ce chiffre des malades pourrait doubler. On pourrait atteindre 2 millions de personnes malades avec, bien sûr, le vieillissement de la population. Donc Louise, ça veut dire 2 fois plus d'aidants potentiels. Or, ils sont déjà très nombreux. Exactement, Adrien. On estime qu'il y a environ 2 millions d'aidants en France. Ce sont des aidants familiaux, des personnes de l'entourage, des personnes malades. Ces personnes peuvent faire des tâches administratives. Ça peut être du ménage, bien sûr, une simple présence, toutes sortes de tâches. Ces aidants sont en majorité des femmes. 56% des aidants sont des femmes. La moyenne d'âge de ces aidants, c'est 55 ans. Et il faut savoir qu'une grande partie des aidants font un travail à temps plein à côté. Donc cela peut bien sûr avoir une incidence sur leur propre santé, de la fatigue, un burn-out ou encore toute autre maladie. Pour éviter le pire, pour éviter cela, les associations, il y a des associations qui tiennent un rôle important, qui peuvent aider ces personnes et leur donner des conseils et même des formations gratuites. Merci beaucoup Louise pour ces précisions. Est-ce qu'en tant qu'aidante, il y a eu des moments où vous étiez sur le point de craquer, où vous aviez besoin d'un soutien ? Absolument, quand on est aidant, et je dis aux personnes aidantes maintenant que on n'a pas à culpabiliser, il faut se faire aider. Si on reste seul, si on ne se fait pas aider, on craque obligatoirement, il me semble, vous êtes d'accord. Et c'est pour ça que nous proposons une formation des aidants, de manière à ce que quand on comprend un peu mieux la maladie, peut-être qu'on va mieux comprendre le proche. Et puis on parle aussi de ce que c'est qu'être un aidant, qu'il faut aussi penser à soi quand on est aidant. Et que si on ne pense pas à soi, on ne pourra pas penser bien à l'autre. Voilà. Connaître ses limites, donc c'est très très important. Qu'est-ce que vous leur dites aux proches des malades, aux familles des patients dont vous avez la charge ?
Les aidants familiaux souffrent effectivement, donc je vous ai dit, de ces troubles du comportement qui entourent la maladie. Concrètement, qu'est-ce qu'ils peuvent être ces troubles du comportement? Alors, troubles du comportement, moi je suis psychiatre, j'ai retrouvé toutes les maladies psychiatriques que l'on retrouve dans les maladies psychiatriques traditionnelles. Vous pouvez avoir de l'anxiété, de la dépression, des troubles hallucinatoires, de l'interprétation. Ce sont des personnes qui ont le sentiment de ne plus se retrouver, de se reconnaître devant un miroir, ou ont l'impression que leurs parents qui sont morts il y a quelques années sont toujours là, sont toujours présents et qu'ils vont pouvoir les voir le lendemain. Tout ça provoque des angoisses énormes et peut provoquer, face à un aidant qui cherche à les aider, une agressivité, une déambulation exagérée, la nuit comme de jour. L'épuisement des aidants, c'est que des fois, et j'ai malheureusement une de mes patientes qui va régulièrement dans Marseille la nuit chercher son père qui fugue et qu'il faut retrouver. C'est tout à fait épuisant. Ça fait écho à votre vécu. En effet, parce que il y a entre le passé, le présent, il y a parfois, ne trouve plus. Et puis surtout, moi qui ai vécu en tant qu'aidante, on nous suit partout, parce que vraiment, vous avez l'impression d'avoir tout le temps quelqu'un derrière, partout, tout le temps. On est tout le temps les répétitions. Voilà. Alors, quand on comprend un peu mieux et on donne quelques petites attitudes à avoir, mais comme on dit, c'est pas la baguette magique. Et puis, moi, je te dirais toujours, un aidant m'avait tout le temps dit, quand on me demande comment je vais, je dis quel jour, quelle heure. Voilà. Parce que vraiment, cette maladie, c'est ça, quel jour, quelle heure. Il y a des moments où ça peut être à peu près bien et d'autres moments où ça ne va pas du tout. Voilà. Vous êtes spécialiste de la médecine non médicamenteuse en matière d'Alzheimer, vous l'avez dit tout à l'heure, c'est-à-dire vous stimulez la mémoire des patients, des personnes malades au quotidien par des activités? Alors, je suis médecin psychiatre, donc je ne suis pas contre les médicaments. On en a parlé tout à l'heure ensemble quand ils sont thérapeutiques, puisque je vous ai parlé de patients qui peuvent avoir des hallucinations, qui peuvent avoir des interprétations délirantes. Donc, on peut mettre des produits pour essayer d'éliminer ça pour que le patient soit mieux. Non, moi ce que je dis, c'est que dans ces troubles du comportement, il y a souvent une cause personnelle et il faut comprendre. Par exemple, j'ai une aide-soignante, parce qu'on parle des aidants familiaux, mais les aidants professionnels sont aussi en difficulté face à cette maladie, puisque c'est une maladie qui est agressive, qui peut être opposante, qui peut être empêchée qui ne vous empêche de leur donner à manger, etc. Donc face à cet épuisement, j'ai par exemple le cas d'une aide-soignante qui me disait « j'arrive pas à laver Madame Untel parce qu'elle est agressive ». Mais par contre, quand je lui parle du village où elle est née dans le nord de la France, eh bien, elle s'arrête et je peux enfin accéder aux soins. Elle a donc mis en place une thérapie adaptée à la personne, ce qui s'appelle la réminiscence thérapie, c'est-à-dire qu'elle s'est mise en lien avec le souvenir de la personne. Et nous, ensuite, on n'avait qu'à développer ça sur Internet. On est allé sur Google Earth, chercher le village où elle était née. On a travaillé avec ça, elle. Et après, l'aide-soignante nous disait, ça y est, j'arrive enfin à faire le soin. J'ai des photos aussi de son village, etc. Vous voyez, c'est ça la thérapie personnalisée en fonction de l'individu. Vous baissez d'un cran le trouble du comportement. Un autre exemple de la thérapie par le souvenir. Écoutez par exemple cet ancien éleveur de chevaux atteint par la maladie d'Alzheimer. On a voulu raviver ses souvenirs en le mettant en présence d'un Camargue. J'avais beaucoup de chevaux Camargue, vu que j'étais un Camargue. Et j'avais 1000 boutons. Ça vous rappelle de bons souvenirs? Ouais, mais je sais plus. Et je languis. Ça vous fait sourire, Madame Guinzer? Trop mignons. Ils sont touchants. Voilà, moi, ce que je veux dire aussi, c'est qu'ils sont touchants. Oui, et puis là, dans ce cas précis, si vous voulez, malgré sans être technique, la maladie d'Alzheimer vous détruit une mémoire qui s'appelle la mémoire épisodique, immédiate, sémantique. Mais il reste une mémoire des représentations de ce que je ressens. Et donc, ce que je ressens fortement. Et donc, effectivement, pour ce monsieur, s'il a eu un lien très fort avec l'animal, il aura toujours ce ressenti, même s'il ne saura peut-être pas nommer l'animal, ni nommer quel type de cheval c'est. Mais c'est comme quand une résidente Alzheimer sourit à une aide-soignante, elle ne pourra pas dire « vous êtes aide-soignante et votre prénom », mais elle se dira « je te souris parce que je sais que tu vas me faire du bien ». Ou qu'un aidant familial va faire un sourire, un monsieur va faire un sourire à une aidante familiale, à son épouse, parce que même si elle ne saura pas dire « tu es mon épouse et tu t'appelles un tel », je vais te faire un sourire parce que je sais que tu vas me faire du bien. Comment est-ce que se sont manifestés les premiers signes de la maladie d'Alzheimer chez votre ami? À quel moment est-ce que vous avez su que là, il fallait consulter? Ben moi, personnellement, je ne m'en suis pas rendu compte directement, en définitive, parce qu'il y avait la retraite qui était arrivée, etc. Ce sont des amis qui m'ont alerté, qui m'ont dit, il y a un problème. Voilà. Mais au départ, on mélange ça un petit peu, par exemple, avec la dépression, avec un changement, avec... Mon ami avait toujours été,
avec un caractère un peu particulier, sympa mais particulier, et donc ça ne change pas trop. Mais quand mes amis m'ont alerté, en effet, on est allé voir un neurologue qui a... C'est important de faire le diagnostic le plus tôt possible pour accompagner le patient le plus tôt dans le processus de la maladie pour retarder l'apparition des signes les plus graves. Ça, et puis comme dit Madame, ça permet de comprendre aussi, parce que Madame disait, je connais mon conjoint, je connais sa personnalité, elle a changé, pourquoi? Et on se pose des questions sur soi en se disant, est-ce que c'est pas moi qui ai changé? En fait, c'est la maladie qui a provoqué ces changements de troubles du comportement. Et le deuxième élément fort du diagnostic précoce, c'est que ça nous permet de mettre en place des choses, des activités, des repères spatio-temporaux qui permettent d'éviter l'angoisse et la dépression qui aggravent le processus cognitif. Le processus est aussi aggravé par l'isolement. C'est important d'entretenir des liens sociaux. Il y a d'autres petits trucs à prendre comme ça. C'est un spécialiste de la mémoire installé à Vence, dans les Alpes-Maritimes. Il vient de publier un livre intitulé « Mémoire au top ». Il s'appelle Jean-Yves Ponce et il publie aujourd'hui cette vidéo sur Internet à l'occasion de la Journée mondiale de lutte contre la maladie d'Alzheimer. C'est l'un des exercices qu'il préconise au quotidien. C'est la journée mondiale Alzheimer et aujourd'hui je voulais te partager un petit truc, une petite technique pour prendre soin de ta mémoire sur le long terme. Tu peux le faire aussi souvent que tu veux, tu verras que c'est très facile, mais c'est un petit peu challengeant quand même si tu essayes de faire l'exercice sérieusement. L'idée c'est qu'à partir de maintenant ou ce soir quand tu vas te coucher, tu vas essayer de faire le récap le plus précis possible de ta journée, mais en sens inverse. C'est-à-dire que tu ne vas pas partir du début de la journée, mais de la fin. Qu'est-ce que tu viens de faire? Et avant ça, qu'est-ce que tu as fait? Et juste avant ça, qu'est-ce que tu as fait, etc. Et tu vas essayer de remonter le fil comme ça le plus possible. Tu verras que ce petit exercice est très bénéfique pour la mémoire. Vous confirmez ou pas? Ça marche, ça? Oui, c'est un moyen de stimuler cognitivement et d'arriver à récupérer la mémoire, notamment procédurale et des représentations perceptives implicites, qui est toujours là, qui est présente longtemps et qui permet de travailler encore avec la personne malgré une dégradation des autres mémoires. Cette émission va déjà bientôt toucher à sa fin. Certains nous regardent ce soir tout en sachant qu'ils ont commencé à développer la maladie d'Alzheimer. Qu'est-ce que vous voudriez leur dire? Ne restez surtout pas isolés. Gardez l'identité, le malade, préservez l'identité de votre malade. Le malade n'est pas une maladie. Il y a le malade, la maladie est à côté. Et vous n'êtes pas qu'un aidant. Hein, vous avez aussi votre identité et ne soyez pas qu'un aidant, gardez en tête, vous êtes une épouse, voilà. Donc faites-vous aider, ne restez pas isolés, venez nous voir. L'association voilà. France Alzheimer, dont le siège pour les Bouches-du-Rhône est à Aix-en-Provence, mais il y en a partout, évidemment. On accueille écoute et information, nous les accueillons et voilà, moi je suis aidante, donc on peut partager, parce que parfois ils n'osent pas dire des choses qu'ils pourront dire à une aidante qui a vécu la même chose qu'eux. Voilà. Un message rapidement avant de conclure cette émission. Moi, je suis président d'une association qui s'appelle A3 et c'est vrai qu'effectivement, on travaille qu'avec les aidants. Non, il y a un petit espoir quand même parce qu'on a dit qu'effectivement, il n'y a pas de traitement, mais il y a quand même l'incidence, le nombre de nouveaux cas qui va baisser parce qu'on commence un petit peu à maîtriser les facteurs de risque, le manque effectivement d'isolement, la dépression, le cholestérol, l'obésité. On fait plus faire de sport, etc. Peut-être que là, on a une voie déjà pour descendre un petit peu la fréquence de nouveaux cas dans le futur. Donc, c'est sur une note d'espoir que l'on conclut cette émission. Merci infiniment d'être venu sur ce plateau. Cette émission donc est terminée. Je rappelle que ce mercredi est marqué par la journée mondiale de lutte contre la maladie d'Alzheimer. Plus d'1 million de Français sont concernés. Ce sera 2 fois plus en 2050. On pense aussi aux familles. On rappelle qu'il existe des associations comme France Alzheimer pour vous épauler. Il sera question de cette maladie dans le 19-20. Mais d'abord, je vous quitte sur l'édition des locales, comme tous les soirs. Excellente soirée à tous. Et à demain, 18h30.